On se demande comment il a pu rassembler tant d'armes, un arsenal de guerre véritable, sans que personne ne s'en rende compte. Alors je crois que là c'est effectivement un des vrais sujets concernant cette affaire. Comment ce type qui effectivement suivait des études à l'université, au centre universitaire de Paris, a-t-il pu se procurer autant d'armes? Je crois que c'est un des problèmes aujourd'hui sur lequel on doit se pencher. Depuis la fin de la guerre en Yougoslavie, dans les Balkans, les armes circulent très librement. Alors évidemment, on ne peut pas en acheter comme ça sur la place publique en allant se promener au puces ou je ne sais où. Ça ne s'acquiert pas comme ça, mais finalement c'est assez facile, enfin c'est facile pour ceux qui ont des contacts avec des réseaux dans les banlieues un peu partout en France. On le voit bien dans des régions un peu criminogènes, dans la région marseillaise où il y a pas mal de braquages. Effectivement, là on a un vrai sujet. Peut-être qu'il serait judicieux de resserrer le dispositif judiciaire, de la police judiciaire, pour se concentrer un peu plus sur le trafic d'armes. Oui, ça se voit quand même, un arsenal de cette ampleur, ce nombre de Kalachnikov, ces armes de poing. Bref, en tout cas, c'est passé inaperçu. Alors, je reviens sur le terme par hasard qu'on nous a servi depuis hier, que j'ai volontairement martelé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y croire à ce hasard ou est-ce que ça, c'est la version officielle qu'on nous sert? Écoutez, d'après les éléments qui apparaissent, il semblerait que effectivement cet individu se soit un petit peu auto-neutralisé fortuitement par maladresse, probablement sous l'effet du stress. Je rappelle d'ailleurs que dans l'affaire Kouachi, ces deux individus qui ont quand même monté une opération extrêmement violente et terrible. On connaît le bilan de tous les morts qu'ils ont semés sur leur terrain. Ben, finalement, ils se sont fait piéger parce qu'ils ont laissé tomber une carte d'identité dans leur fuite. Ils ont signé leur crime. Alors, ils l'ont fait par maladresse, ils l'ont fait sous le coup de l'affolement. Oui, Jean-Pierre Félu nous disait hier, on a affaire à des zozos et heureusement, ça aurait pu être dramatique. Oui, enfin, c'est quand même des zozos qui tuent. La mort de cette jeune femme. J'ai entendu aussi les pieds nickelés. Bon, Ribouldingue, Filochard et Croquignol, ils étaient quand même gentils, ils n'ont jamais tué personne. Oui, c'est vrai, ce sont des gens... Il y a une forme de paradoxe d'avoir en face de soi des individus qui sont prêts à tuer et surtout à mourir. Il ne faut pas l'oublier, ils n'ont pas peur de mourir, c'est même une forme de libération pour eux. Et puis en même temps, dans le feu de l'action, ils laissent des traces comme le petit Pousset qui laissait les cailloux derrière lui. Et c'est peut-être... si ça nous permet de les neutraliser, c'est pas plus mal. Mais...